Rahman Rahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez bien là au fond? J'ai l'impression que c'est moins fort là. Voilà, le micro pour l'instant. Là vous m'entendez? Mais franchement il faut que vous fassiez plus fort, j'ai plus de voix moi. Vous m'entendez mieux? Ah voilà, comme ça c'est bien là, non? Donc vous avez compris, il est interdit de me faire la bise au moment où je parle. Non, là je parlais des frères là. Frère. Les organisateurs et les organisatrices de ce cadre-là, de cette tente à laquelle je participe vraiment avec énormément de plaisir depuis plusieurs années. Vraiment pour moi c'est un moment extrêmement important, à tel point que chaque fois on le fait 3 fois, 4 fois cette année. Et avec l'emploi du temps que j'ai ailleurs, de venir 4 fois ici, c'est pas simple. Mais c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup et c'est une atmosphère que je préfère à tout autre. C'est vraiment le meilleur moment pour moi. Et je ne veux pas participer à ça sans aussi mettre en avant ce qu'ils essayent de faire. Ils prennent et ils achètent des livres à des prix le plus bas possible et ils vous les offrent au prix le plus bas possible parce que tout leur engagement, c'est pas de faire de l'argent, mais c'est d'offrir des livres pratiquement au prix coûtant de façon à ce que vous puissiez avoir accès. Donc le but, c'est d'avoir pris par exemple être occidental et musulman, et puis il y a eu également de l'islam et des musulmans, donc ils les ont pris et ils font en sorte que vous puissiez y avoir accès. Là, ça résonne là. Ils font en sorte de pouvoir y avoir accès pour vous à des prix concurrentiels que vous trouverez nulle part ailleurs. Donc d'abord, c'est un accès extrêmement à un prix très réduit, et puis surtout, c'est vraiment ce pourquoi on se bat tous, quoi, à savoir l'accès à la lecture, à la compréhension, et donc je vis y engage. Et ce que j'ai fait depuis vendredi, c'est un aller-retour entre 2 livres, Être occidental et musulman, et le dernier, qui est un livre d'introduction à l'islam, celui qui est là, Le génie de l'islam, et là également, il se trouve dans les différents stands, et c'est un livre également d'introduction. Donc faites bon accueil à l'initiative, participez-y. Si vous avez des cadeaux à faire, le ramadan vient, vous pouvez aussi pendant le mois du ramadan faire des cadeaux de rappel, et ben, vous achetez des livres et plutôt que d'offrir un tagine, du couscous ou de quoi manger, faites manger l'esprit, donnez de la nourriture intellectuelle. Et tout ça, c'est que de l'argent qui tourne dans un circuit de sadaqa, pas du tout dans un esprit de bénéfice. Donc moi, j'aimerais vraiment beaucoup les saluer. Chaque année, ils nous accueillent ici avec beaucoup de fraternité et beaucoup de convivialité. Après ceci également, pour certains d'entre vous, je vais me retrouver dans le stand en soirée. Ce sera après mon intervention, parce qu'il y a encore une intervention après celle-ci, qui sera ma dernière, mais après, il y aura également dans le stand où on lance tout ce programme de formation l'année prochaine, pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Ce sont des formations en séminaire, des formations aussi par Internet, et ce sera présenté sur le stand, je crois que c'est B1 dans le bâtiment G10 là-bas. Voilà, moi ce que je vais faire aujourd'hui, c'est la dernière intervention. Ce que j'avais prévu, c'est faire 4 fois 1h30 et chaque fois 1 heure plus une demi-heure de questions. Le fait est qu'on n'a pas pu le faire parce que la première fois on a commencé tard, donc on a fait court. La deuxième fois on a eu un peu plus de questions. Ce matin j'ai pas vraiment pu vous laisser beaucoup de questions parce qu'on a commencé tard. Et donc ce que je vais faire là, c'est que je vais réduire mon temps de parole et offrir le champ, comme je vous l'ai dit ce matin, le champ de vos questions autour de être occidental et musulman. Mais ce matin, ce que j'ai mis en évidence, souvenez-vous, ce matin, ce que j'ai mis en évidence, c'est la voie et l'Occident, en mettant en évidence que sur les sources, sur la voie, dans la compréhension des limites de cette voie et dans les finalités de cette voie, il n'y avait absolument aucun problème pour nous. Et qu'à partir de là, à partir du moment où nous sommes déterminés sur une voie que nous suivons, qui est la voie de notre fidélité,
Pour moi, je traduis la charia comme une conception de la vie, de la mort, de l'homme, de la création, et en même temps la voie de la fidélité qui nous ramène au créateur de l'homme, de la création et de toutes choses. Et donc, cette voie-là, on n'a absolument aucun problème à la suivre de façon sereine, de façon apaisée, de façon assurée, de façon spirituelle, c'est-à-dire intime, de façon externe, c'est-à-dire éthique, de façon solidaire, c'est-à-dire humaine. Eh bien, on n'a aucun problème avec ça, en tant qu'occidental. Maintenant, il ne faut pas se cacher les choses. Une fois qu'on a dit ceci, quand on entre dans la vie en Occident, eh bien, on entre avec des défis qui sont importants. Premier des défis, c'est quand on est dans une société plurielle, on va avoir un statut. Et dans ce statut, on va avoir des obligations et des droits. Et puis, il va falloir se déterminer à partir de ce statut et à partir de cet engagement. Alors, ce que j'aimerais faire simplement pour 20 minutes de mon intervention, ensuite je vous donne la parole, c'est de dire, ok, quand on a dit qu'on était occidental, pour chacune des données que l'on va poser comme étant un acquis du fait qu'on est occidental musulman, musulman occidental, français musulman, musulman français, on va s'apercevoir qu'il y a deux volets. Un volet de l'acquis et un volet de à acquérir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a des choses qui sont là, et il y a des choses pour lesquelles il faut qu'on s'engage. Rien ne vous est donné comme ça sur un plateau. C'est pas « bonjour, je suis citoyen, puis on vous donne tous vos droits ». Non, il y a de l'acquis et il y a à acquérir. Et dans tous les domaines. C'est vrai dans le domaine de la citoyenneté. C'est vrai dans le domaine de la justice sociale. C'est vrai dans le domaine de l'acte politique. C'est vrai dans le domaine de l'autonomie économique. Et c'est vrai dans l'expression culturelle. Les 5, vous m'avez suivi? Je vais les reprendre un à un maintenant. Vous me suivez ou pas là? Parce que vous me regardez avec des grands yeux. Ça va. Le premier, il est celui qui est le statut de citoyen. On est occidental, on est français, on est citoyen. Ça veut dire quoi être citoyen? Normativement, ça veut dire que vous avez un passeport, oui, et que vous appartenez à la communauté nationale, c'est-à-dire que vous faites partie de l'espace, de la société structurée française pour ce qui vous concerne, ou quelle que soit suisse pour moi, ou quelle que soit votre nationalité. Et ceci, c'est un acquis, c'est-à-dire que le passeport détermine le fait, ou même que le papier de résidence détermine le fait que vous avez le droit de vivre ici, que vous avez le droit à être protégé par la loi commune, oui, que vous avez le droit à un traitement égalitaire devant la loi et par toutes les institutions publiques. On est d'accord? C'est acquis, ça. Donc je l'ai, c'est un acquis. Maintenant, une fois qu'on a dit ceci, la citoyenneté, Olivier Roy, dans son ouvrage, dit, en fait, vous savez, pour vivre ensemble, il faut qu'on se mette d'accord que là-dessus. Vous respectez la loi, vous avez le passeport, ou vous êtes résident, puis c'est tout, ça suffit. Ça, c'est vrai théoriquement. Théoriquement, c'est vrai, mais dans la pratique, il y a toujours une différence entre ceux qui se pensent citoyens depuis plus longtemps et ceux qu'ils perçoivent comme citoyens comme depuis plus récemment. Oui, déjà, il y a une différence. Ensuite, il y a une différence entre l'idée que notre pays, la France, elle a une histoire qui s'est constituée avec une psychologie collective, et tout à coup, ces nouveaux citoyens, oui, ils ont le passeport, oui, ils ont les droits, mais ils ne sont pas exactement partie prenante de la nation. Ils sont de l'État, mais pas encore de la nation. Donc l'acquis au niveau de l'État, il n'y a aucun problème. Et quand pendant des années, on nous a dit à nous, Français ou Européens de confession musulmane, il faut que vous respectiez la loi pour montrer que vous êtes là, eh bien, on a appris ce que c'était que la loi, au point de dire, après des années, on n'a aucun problème avec la loi, on la respecte, on n'a pas de problème. Mais on s'est aperçu que quand on a dit qu'on n'avait pas de problème avec la loi, c'est ailleurs qu'il y avait un problème. C'est pas dans la loi qu'il y a un problème, c'est comment ceux qui lisent la loi nous voient, nous, dans la loi. C'est-à-dire en pensant, c'est vrai que vous êtes français, mais on veut que vous montriez davantage encore que vous êtes vraiment français.
pour non pas simplement faire partie de l'État, mais faire partie de la nation, parce que la France est un État-nation. Et donc là, vous comprenez que l'acquis du passeport va nécessiter une acquisition de l'appartenance nationale. Et donc ça veut dire à un moment donné, ne pensez pas que vous allez être accueillis bras grands ouverts, anciens d'Algérie, anciens du Maroc, anciens de Tunisie, anciens de Turquie, anciens d'ailleurs, vous êtes chez vous ici. Ah, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On va vous dire, attends, tu entres comment? Oui? Alors vous avez votre philosophe national, Zemmour, qui vous dit, à Rome, tu vis comme les Romains. Donc quand tu arrives à la frontière, tu enlèves tout ce qui paraît étranger à la France et tu t'habilles comme nous, tu penses comme nous, tu parles comme nous. Ou Marine Le Pen qui me disait, mais pourquoi ces musulmans, ils n'utilisent pas des noms français? Du style Fatima, Malika, Abdallah, c'est pas français. Et vous voyez bien que le passeport n'est pas la conclusion de l'appartenance. Et donc que l'acquis va nécessiter des choses à acquérir. Et ces choses à acquérir, elles vont devoir être un travail qu'on a à faire sur nous d'abord, pas par rapport à leur perception, mais par rapport à notre définition, en mettant en évidence que nous avons compris qu'il y avait des droits, nous avons compris nos obligations. Et nos obligations, on les sait par la loi que l'on respecte, par nos références qui nous disent « Il muslimoun, inda shurutihim » quand on a accepté un cadre, on le respecte nous. On va respecter les lois du pays, toutes les lois du pays. Et on ajoute, et en même temps, ce en quoi nous avons un droit, c'est qu'on nous respecte pour ce que nous sommes, comme nous sommes, dans le respect de la loi qui nous définit ensemble. En d'autres termes, maintenant il y a à acquérir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment donné avoir un discours extrêmement clair sur ce que ça veut dire qu'être français maintenant. Être français aujourd'hui, c'est pas avoir une mémoire uniquement des Gaules, c'est une mémoire du Maroc, c'est une mémoire de la Turquie, c'est une mémoire de l'Algérie, c'est une mémoire du Sud, et que c'est un ajout, une richesse que l'on apporte à la France, non pas une perte d'identité. Vous voyez, tout à coup, il faut se développer en assurance en disant « Mais attends, je viens de quelque part, j'ai le passeport, mais vous ne ferez pas en sorte que mon passeport tue mon passé, tue mon histoire et tue ma dignité. » Donc, la France, aujourd'hui, doit entendre de votre part un discours qui dit « Avec la citoyenneté acquise, nous adhérons maintenant au sens de l'appartenance, et le sens de l'appartenance, c'est multiplier les mémoires de la France, c'est multiplier les couleurs de la France, c'est multiplier la diversité française comme une richesse que l'on assume et non pas comme un défaut que l'on cache. » Vous voyez que déjà, c'est une autre... Donc on n'est pas... Vous comprenez bien que c'est pas... c'est ce que je disais ce matin, c'est pas peace and love, on est là. Ah non, ça va... Il va falloir travailler, il va falloir développer un discours, il va falloir développer une présence, il va falloir savoir que tout ce que je viens de vous dire, vous êtes assis, vous dites, il a raison, c'est beau, mais il y a énormément d'oreilles qui vont dire, ouh là là, c'est dangereux. Parce que pour certains, la France, pour qu'elle reste fidèle à elle-même, il faut qu'elle reste blanche de classe moyenne. Et nous, ce qu'on est en train de dire, la France aujourd'hui, elle est multicolore de toutes les classes, de toutes les origines, et son avenir commun passe par la diversité des mémoires qui font l'histoire commune. Donc chacun des éléments, c'est la dimension de l'acquis et à acquérir. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, être français, c'est porter un passeport, mais aussi porter une idée de la culture française, une idée de l'imaginaire français, une idée de la nation française, une idée de nous sommes aussi. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous on n'arrêtait pas de dire on respecte la loi, puis on s'est dit mais en fait on est en train de parler de la loi, ils nous parlent d'autre chose. En fait c'est pas ça. Et Schrinkel, un sociologue néerlandais, disait en fait on nous a créé une citoyenneté informelle. C'est-à-dire, c'est bien, tu as le passeport, mais tu es encore perçu comme étranger. En fait, tu es un citoyen étranger. C'est un nouveau statut, il n'est pas dans la loi, mais il est dans toutes les perceptions. Vous voyez, ta couleur, oui, tu es français. Oui, tu es français. Abdallah. Oui. Enfin, disons, ça se discute, quoi. Vous voyez, ça se discute. La loi, elle dit que tu l'es, mon regard te dit que tu ne l'es pas. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut s'assumer, il faut entrer dans ce débat-là différemment.
C'est-à-dire avec cette assurance de dire attention, je sais mes devoirs de citoyen, maintenant nous avons des devoirs de nationalité commune, d'aller ensemble vers quelque chose. Ça c'est pour ma voix parce qu'elle me quitte. Mais vous avez compris ce que je veux dire? Et ça part du principe d'une communauté de destin, de ce vers quoi on part. Donc l'acquis de la citoyenneté est l'engagement. Maintenant, l'acquis du fait social, le deuxième domaine. Eh bien, qu'est-ce que dit le fait social? La loi française vous dit égalité de tous devant la loi. Pas de discrimination à l'emploi. Que tu sois une femme ou un homme, pas de discrimination. Que tu sois d'origine maghrébine ou autre, si tu as les mêmes compétences, tu dois trouver le même travail et le même salaire. Très bien, c'est un acquis. Ça, on peut dire, nous, en revenant à la loi, on n'a aucun problème. Non seulement on va dire on n'a aucun problème, mais nous, en tant que Français ou en tant qu'Européens, cette loi-là, c'est notre charia. Et on ne va pas la respecter seulement, on veut qu'elle soit appliquée. Ça, c'est un acquis. On est d'accord? Maintenant, dans le monde de bisounours de la théorie, tout va bien. Maintenant, on va sur le terrain. T'appelles et tu demandes pour un appartement. Tu n'as pas d'accent étranger. Tu dis, il y a un appartement, on te dit, oui, il y a un appartement. Tu vas avec la tête que tu as, c'est-à-dire ma tête à moi, l'appartement, il est déjà pris. Pourquoi? Parce qu'il y a de la discrimination à l'habitat. Parce qu'il y a un vrai racisme structurel. Parce que quand tu as les compétences de l'emploi, par exemple, vous avez dans tout le domaine médical aujourd'hui des médecins d'origine d'Afrique du Nord super formés. À un moment donné, ils arrivent à un moment donné, ils ne peuvent plus passer au-delà parce que le professeur, il est blanc, l'arabe, tu restes là. Tu n'iras pas plus haut. C'est pour ça que certains médecins sont partis dans des pays anglo-saxons parce qu'on les laissait monter. C'est-à-dire que dans les professions libérales les plus élevées, il y a des plafonds de verre. Et en plus sur le terrain, quand tu manœuvres, quand tu travailles dans le fonctionnariat, quand tu travailles dans... Eh bien, il y a un racisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Oui, nous sommes français. Oui, la loi nous dit qu'il y a les mêmes droits. Mais dans l'application concrète, racisme à l'emploi, racisme à l'habitat, racisme structurel dans les fonctions de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? On sort de ce cadre théorique juste pour se battre citoyennement sur le plan social pour la justice sociale. C'est là où on doit y être. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez bien compris, dans ce deuxième domaine-là, il y a un vrai domaine de l'engagement. Mais il ne faut pas tomber dans le piège dans lequel sont tombées toutes les minorités qui résistaient à la discrimination, c'est de se penser seul contre le système. En d'autres termes, les African Americans aux États-Unis se sont posés par rapport au système où le blanc avait des droits. Et ils se sont divisés des Latinos, et ils se sont divisés des Native Americans. En fait, le pouvoir dominant, qu'est-ce qu'il fait? Il divise les opposants pour ne pas qu'il y ait un lien. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est d'Arabes, on se pense discriminé, ou on est musulman. Mais qu'en est-il des Noirs? Qu'en est-il des Roms? Qu'en est-il de tous ceux qui sont discriminés sur le terrain? Il faut une alliance des discriminés plutôt qu'une division entre discriminés. Car la force de la domination, c'est la division de ceux que l'on opprime. Ah oui, et nous on tombe dans le piège. Donc l'acquis, c'est un cadre extraordinaire sur le plan légal. Égalité de droits, égalité des chances, tout ça. Mais dans les faits, regardez votre école, suivant où vous êtes né, suivant où est votre maison, l'école du voisinage, c'est une école de deuxième ou de troisième catégorie qui vous n'amène nulle part, au point même que le professeur, quand il vous regarde, oui, quand il vous regarde à des moments donnés, il projette sur vous l'élément du système qui va vous dire, toi, ça sera pour la filière technique. Essaye même pas de commencer à penser. Parce que le système lui-même est vicié, qu'il a introduit un rapport de discrimination à partir de l'éducatif. Deuxième des domaines, un travail à faire sur ce plan-là. Mais pas, vous ne vous rendez pas compte le nombre d'enseignants qui ne sont pas de confession musulmane, qui sont comment dit-on ici en France, des Français de souche. Et je vous dis, le Français de souche, la différence entre un Français de souche et un Français immigré, c'est que le Français de souche, c'est un immigré de plus longue date. Si vous regardez son histoire, c'est un immigré aussi. Simplement, il se croit chez lui parce qu'il est là depuis plus longtemps. Ça ne veut rien dire, c'est une mémoire courte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, avec ces enseignants-là, il faut travailler, ils se rendent compte. Combien il y a d'enseignants qui se rendent compte que le système éducatif est bancal? L'acquis est ce qu'il y a à acquérir. Troisième des domaines, le plan politique. Et le plan politique, au lieu de penser, on est dans un plan politique. Et qu'est-ce que c'est le politique? Le politique, c'est la gouvernance. C'est l'art de gérer les affaires de l'État. Et comment ce doit être dans une démocratie? C'est le peuple qui choisit.
Il y a une énorme peur en France, c'est qu'à un moment donné, il y a un vote communautaire. C'est que les musulmans vont se mettre ensemble pour voter. Ça, il faut l'oublier. Un, ça n'arrivera jamais parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord quand on est 4. Et 3, et 2, c'est parce que ce n'est pas désirable. Mais qu'est-ce qu'il faut de ce point de vue-là? Il faut avoir un type de rapport au pouvoir. Bien sûr, le pouvoir, c'est très important. Il parle pour vous, il parle dans votre nom. Votre Premier ministre, à des moments donnés, il parle en votre nom. Il est mandaté par vous, qui l'avez élu. Même si vous étiez dans l'autre camp, vous avez élu. Et la majorité, et à un moment donné, eh bien, il y a un acquis, c'est qu'on peut voter. Il y a un acquis, c'est qu'on peut exprimer. Mais maintenant, il y a quelque chose à acquérir d'autant plus, c'est une vraie présence politique. Et là, la vraie présence politique, contrairement à ce que certains pensent, faire un parti islamique qui serait communautaire, c'est le contraire de ce qu'il y a à faire. Non, par contre, ce qu'il faut, une vraie parole politique, mais pas une parole politique qui vienne, moi, français, de confession musulmane, je vais m'intéresser uniquement à l'immigration et aux questions culturelles. Vous êtes élu au conseil municipal, on dit, toi, tu as une tête un tout petit peu de là-bas, tu vas t'occuper des activités culturelles ou sportives. Où tu vas t'occuper. On assigne à la résidence politique des jeunes qui sont élus à s'occuper des leurs, quoi. Occupe-toi d'eux. C'est les tiens, ceux-là. Va t'occuper de la cité, va t'occuper du sport, va t'occuper de... Attendez, non, moi je veux être élu, je veux m'occuper du budget, je veux m'occuper de l'environnement, il faut s'occuper de tout. Il faut être présent, il faut sortir de ce à quoi on veut nous assigner. Vous avez compris? Dans le domaine politique, de l'acquis réel et à acquérir, se présenter sur le champ politique. Quatrième des domaines, l'économie. Ne l'oubliez pas, celui-ci. Ne l'oubliez pas, il est très très important. La création de petites et moyennes entreprises, des entreprises où on produit. On n'est pas destiné à être toujours des assistés économiques. Il faut sortir de ça, il faut avoir une créativité. Il y en a qui font des pizzerias, il y en a qui font des petites entreprises, il y en a qui sont dans le taxi. Un peu de créativité économique, faire de l'argent qui soit honnête, de l'argent qui soit autonome et qui donne une présence. Pourquoi vous pensez, par exemple, que le pouvoir politique fait très attention avec les musulmans de la Réunion? Eh bien, allez à la Réunion, vous allez voir le tissu économique comme ils le tiennent. On ne discute pas de la même façon avec les musulmans de la Réunion que comme on discute ici sur la métropole. Pourquoi? Parce qu'ils se sont autonomisés financièrement et on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors nous, ce n'est pas pour défendre nos intérêts, mais c'est pour nous affirmer en tant que citoyens les opportunités économiques pour pouvoir créer de l'entreprise, du partenariat, de l'entrepreneuriat, qu'on puisse également avoir des jeunes qui ont fait toutes ces études et à un moment donné, ben, faites quelque chose. Faites, si vous êtes médecin, ben, faites, je ne sais pas, un dispensaire. Si vous êtes enseignant, faites des institutions. Si vous êtes dans le domaine du manuel, vous êtes garagiste, vous êtes, comme par exemple il y a aujourd'hui dans le halal. Vous savez ce que ça génère, le halal, en millions d'euros? En millions d'euros, et ils le savent. À partir d'un certain moment, il faut qu'on développe les acquis des opportunités économiques. Alors évidemment, je sais que c'est extrêmement difficile, qu'on vous met dans des bâtons dans les roues, qu'il n'y a pas de capital au départ. Mais on peut le faire, parce qu'il y en a qui l'ont fait. Et dans ces situations encore beaucoup plus difficiles que pour les Français, ici, vous, en tant... Donc, quatrième domaine. Merci beaucoup. Avec plaisir. Votre tarif. Merci. Vous m'avez suivi là? Il reste combien de domaines? Bien, il y en a qui suivent. Hein. Le seul qui suit, il a fallu qu'ils le disent, les autres ne suivent pas. Bon, cinquième domaine, le domaine du culturel. Énormément d'acquis. Aujourd'hui, regardez-vous. Pour la majorité d'entre vous, et ça, ce n'est pas à votre honneur. Ça n'est pas à votre honneur. La majorité d'entre vous, vous parlez bien français, vous parlez surtout le français, et pour certains d'entre vous, vous parlez que français. Et qu'en fait, aujourd'hui, l'acquis aussi culturel, c'est que vous devriez être polyglotte. Le grand honneur de la France, ça aurait été d'avoir une deuxième, troisième génération de jeunes filles et de jeunes hommes qui parlent français, arabe, et qui puissent ajouter encore une autre langue. C'est pour ça que moi je sais que je les embête. Quand vous arrivez et que vous avez 3 langues, moi en l'occurrence j'ai été formé dans 5 langues, parce qu'en Suisse on doit avoir l'allemand et puis on doit avoir l'italien. Mais à un moment donné vous arrivez et je dis attendez, c'est pas parce que je parle français que je vais oublier de parler arabe et que je ne peux pas parler anglais. Et que de nous dire que la réussite en France c'est que quand tu parles arabe, c'est une réduction de la réussite en termes linguistiques et culturels. En termes culturels, si on veut vraiment être européen, on est polyglotte. On est polyglotte. Et donc là vous avez souvent un déficit, vous, français, de parler surtout une langue et pas bien les autres. Mais une fois que c'est ça, même dans votre langue,
Eh bien, il y a un acquis. Vous parlez français comme les Français. Un citoyen doit, pour être autonome, parler la langue de son pays. Vous ne pouvez pas être intellectuellement autonome si vous ne parlez pas la langue. Donc tout ça, c'est de l'acquis. Et vous parlez plus, à tel point maintenant que certains d'entre vous, ils ont fait tous les papiers administratifs de leurs parents quand leurs parents ne pouvaient pas les faire parce qu'ils ne parlaient pas la langue. Et donc ils les faisaient, ils prenaient, ils étaient dans l'administration, ils se défendaient, ils connaissent les impôts, ils connaissent tout ça. Tout ça, c'est de l'acquis. Maintenant, ça suffit? Non. Il faut passer à un autre domaine maintenant, à acquérir. Et qu'est-ce que c'est? L'expression littéraire, l'expression culturelle, le fait qu'on utilise la langue pour s'exprimer et qu'on dise son imaginaire, qu'on dise son bien-être, qu'on dise ses sentiments. Ça veut dire par la littérature, ça veut dire par la poésie, ça veut dire par le roman. Faire France, faire de ce pays les moyens de l'expression. Et à un moment donné, pas simplement au niveau de la musique ou du rap, parce que moi je suis de ceux qui disent que le rap c'est une des expressions, mais il y en a mille autres. Il faut qu'on soit présent et il faut qu'on ait cette expression de l'esthétique. Donc par exemple, mais vous vous rendez compte s'il y en a certains qui assumaient, vous savez pour certains d'entre vous encore, parce que vous êtes encore dans la deuxième, troisième génération, vous avez les parfums du Sud. C'est encore en vous, vous rentrez à la maison, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est resté en vous, de cet amour, de ce parfum du Sud, de ce parfum de cette générosité, de l'Afrique profonde, du Maroc, de l'Algérie, tout ça c'est là. Et en même temps vous êtes français, mais faites quelque chose de ça. Faites-en quelque chose, soyez créatifs, mêlez les appartenances, faites quelque chose qui soit un ajout d'esthétique dans ce pays-là. Pourquoi on ne fait pas ça? Moi, quand j'écris de la poésie, quand les gens regardent mon écriture, ils me disent, dis donc, ton écriture, là, c'est de l'arabe ou du français? C'est les deux, camarades. C'est-à-dire qu'il y a l'esthétique de la langue arabe avec l'écriture française, et personne ne m'enlèvera ça. C'est ce que j'ai trouvé de plus beau de la calligraphie et de la langue. Pourquoi je perdrais ça? Au contraire, un ajout. Donc il y a de l'acquis, la langue, il y a de l'acquis, notre appartenance, et il y a à développer encore de l'imaginaire, de la créativité, du bien-être, du bien-être. Et ça c'est particulièrement important. Vous voyez même qu'au niveau du sens de l'humour, vous avez remarqué que pendant 10 ans, ceux qui ont tenu le haut du pavé de l'humour en France avaient l'expression française et la tonalité de là-bas. Oui? Qu'à un moment donné, vous êtes en plein milieu d'une émission de radio et il y en a un qui sort, on ne sait pas pourquoi, je coule, et tout le monde rigole. Et que l'autre, il vous fait des gestes, là, de Gad Elmaleh, qui vous fait des gestes, ça vient de là-bas, mais c'est ici. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, quelque chose s'est installé dans le sens de l'humour national qui était entre les deux et qui n'était pas du tout une division. Donc le sens de l'humour, la beauté, l'esthétique, à acquérir encore, à produire encore. 5 domaines. La citoyenneté, la dimension sociale, la dimension politique, la dimension économique et la dimension culturelle. C'est de l'acquis et il y a à acquérir. Mais vous avez compris ce que je suis en train de dire? À chacune et chacun d'entre vous ici dans cette salle, il y a du boulot. Il y a vraiment du travail. C'est vraiment un engagement. On ne va pas vous l'apporter sur un plateau. On ne va pas vous regarder dans les yeux en de dire « toi, t'es gentil ». Si vous croyez que même dans mon parcours à moi, qui m'a amené là où je suis maintenant, j'ai vu des profs au moment donné, ça les gênait de me mettre des bonnes notes. J'en ai vu, ils espéraient une chose, c'est que j'échoue. J'en ai vu même au niveau du sport, j'en ai vu qui n'étaient pas du tout contents d'une réussite sportive. Et à un moment donné, vous prenez ça à l'intérieur et dites « tu vas voir, je te promets que tu vas voir. » Parce que tout ce que je perçois de rejet dans ton cœur, c'est une force de mon ventre. Je vais me battre. Et vous vous dites, Bismillah. Puis vous y allez. Le dernier livre, là, d'Edgar Morin, je l'ai dédié à mon prof de français que j'ai revu 35 ans plus tard. Claude Daillé, belge d'origine, qui était mon prof de français, j'avais 14 ans. Et je peux vous dire une chose, quand je l'ai revu plus tard, je lui ai dit, parce qu'on s'est tutoyé après, je lui ai dit, tu ne sais pas ce que tu m'as apporté. Lui, il m'a regardé après, il me dit, puis toi, tu ne sais pas ce que tu m'as appris après coup. 35 ans après. Mais vous savez, je n'oublierai jamais, jamais. C'est des choses comme ceci qui sont dans votre vie, ça dure 10 secondes. 10 secondes. C'était mon prof de français, j'avais 14 ans. Et il me regarde, il était athée. Et puis il me regarde comme ceci, et puis il commence à rigoler
la religion et à rigoler de l'origine. En me disant, de toute façon, la seule chose qui rend libre un être humain, c'est sa force à la lecture et à la culture. La religion, ça abrutit. Et en fait, il se moquait. Moi, je suis rentré. Je suis revenu vers les livres et il a été le détonateur de mon rapport à la lecture. Il ne le savait pas, lui. Et 35 ans plus tard, je lui ai dédié le livre que j'ai fait avec Edgar Morin. Parce que dans son opposition, il a été le déclencheur. Il m'a donné cette force et cette énergie. Je lui ai dit, je vais te montrer. À des moments donnés, je me préparais le soir, je lisais des livres, pour que le lendemain, je les rentre dedans. Allez, tu vas voir ça. Je ne vais pas me laisser faire. Il m'a appris à penser, il m'a appris à répondre, et il m'a appris à débattre. Dans son opposition. Et maintenant, c'est de là où je suis, quelqu'un qui est passé de celui qui se moquait à nous deux, le respect mutuel de ceux qui se comprennent. Vous voyez comment est la vie? Mais ça vient de là, ça vient de reprendre ça et de se dire c'est à acquérir. Donc ne prenez pas le contexte français comme étant un contexte qui vous empêche, au contraire. Prenez le contexte qui vous interpelle et qui vous touche comme le déclencheur de ce qui vous réveille. Faites de l'opposition l'instrument de votre réveil, non pas la réalité de votre défaite. N'est-ce pas? Voilà, la parole est à vous, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Ça va commencer.